il y avait ce regard un peu péjoratif. Ça vous parle, je vois. C'est quoi? Vous, alors, votre vision de la mangrove, c'est quoi? Et après, on démarre. Alors, c'est un milieu d'interconnexion, un milieu d'échange. C'est un milieu qui est aussi extrêmement culturel et ancré, au fait, dans la culture de la Martinique. Et je trouve qu'il y a tout cet aspect mystique, au final, il fascine, mine de rien. Même s'il a repoussé, maintenant on entre dans une phase où la mangrove fascine, où c'est un espace qui est attrayant, où on a envie d'y aller, d'y faire des sorties. Et je trouve que c'est vraiment génial, c'est un espace en fait impressionnant, du coup, par sa physionomie, par son fonctionnement, et c'est génial. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir parce qu'en fait, ce changement dont vous parlez, ce changement de vision, il s'est fait en très peu de temps quand on regarde bien. Parce que la génération de mes parents, tout simplement, était déjà dans cette vision, était plutôt dans cette vision négative. Et ma génération, la vôtre encore plus, est dans cette vision plus, je dirais, réaliste de ce que c'est que la mangrove et son importance. Et ça donne beaucoup d'espoir parce qu'aujourd'hui, on parle de changement, finalement, de comment on s'adapte à ce changement qui est en train d'avoir lieu. On se rend compte qu'on est résilient, on sait changer d'avis, on sait trouver des actions à faire pour nous adapter. Et donc je vais passer la parole à Mélanie Ertemont. Mélanie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais je vais quand même vous demander, parce que vous avez beaucoup de connaissances, vous travaillez depuis très longtemps sur les questions liées à la mer, à la mangrove, vous allez nous en parler. Mais je voudrais quand même vous demander, c'est une question un peu piège parce que du coup... est-ce que vous avez une préférence entre la mer, la mangrove ou la rivière? C'est difficile pour vous, je pense, puisque vous évoluez dans tous ces milieux-là. J'adore la question. D'ailleurs, quand je l'ai lu cette question, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je répondrais? En fait, j'ai envie de répondre étonnamment la rivière, personnellement, pour aller me balader. Et en même temps, la rivière, elle descend où? Dans la mangrove. Donc en fait, elles sont très liées. En revanche, je suis plus rivière-mangrove que mer, étonnamment. Mais voilà, c'est ce que je répondrai. Très bien. Alors, on va aborder la question de la terre et de la mer, le lien entre les deux, donc la mangrove. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Aujourd'hui, on aborde ces questions un peu de dérèglement climatique, on voit que le monde change, on voit qu'on a notre biodiversité qui s'effondre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça au regard de cet écosystème mangrove et de ce lien entre la terre et la mer? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça évolue? Et quelle est l'importance aussi de ce milieu-là? Vaste question. Mais c'est ça, c'est ce que je vais essayer d'évoquer avec vous tous ce matin ensemble, sans faire une présentation de type conférence sur le détail de ce que c'est vraiment l'écosystème mangrove, mais plutôt sur forme de jeu, sous forme plutôt de points à aborder en fonction de qu'est-ce que c'est la mangrove, pourquoi tout se joue entre la terre et la mer. Alors d'abord, je m'appelle Mélanie Ertemont. Alors effectivement, Karen disait, ça fait très longtemps que je travaille dans la mangrove. En effet, c'est mon métier. Je suis écologue et je suis spécialiste de l'étude des zones humides, des mangroves en particulier. J'ai eu la chance de pouvoir les explorer dans différentes parties du monde, etc. Et depuis 15 ans, je m'intéresse vraiment aux mangroves de la Caraïbe, Caraïbe insulaire ou Caraïbe continentale. Et la question de savoir pourquoi tout se joue entre la terre et la mer, elle est très intéressante parce que vous allez voir en combien de points on peut faire ça, mais je vais d'ailleurs vous solliciter pour essayer d'y répondre. Donc d'abord, entre la terre et la mer, si on prend un schéma qui fait un transect, effectivement, Karen nous disait en introduction, on a tout l'océan, dont justement la première partie de la matinée était consacrée aussi à ces questions. Et ensuite, on a la partie sur laquelle on a plus l'habitude d'être, la partie terrestre et littorale. Et entre les deux, il y a un écosystème qui est complètement unique, ce sont évidemment les écosystèmes des mangroves. Et ils sont vraiment situés entre terre et mer, si bien que pendant des années, au niveau de la science, on était, je dis on, les gens qui travaillent sur les mangroves, ni invités dans les colloques scientifiques océaniques, ni invités dans les colloques scientifiques écosystèmes terrestres. Donc on était en fait dans un écosystème un peu flottant, comme ça, où finalement personne ne savait où vraiment mettre cette question. Aujourd'hui, vu qu'on a consolidé cette question et qu'on fait rentrer les mangroves dans cette grande famille des milieux humides, voilà, ça existe, c'est vrai, c'est un écosystème entre terre et mer, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc ce matin,
on va essayer d'évoquer pourquoi tout se joue effectivement sur cet écosystème qui est ni flottant en fait, ni ancré, ni sur une zone sèche, mais qui est vraiment entre les deux. Donc j'ai envie de vous demander, à vous, quand je vous dis mangrove, quel est le premier rôle de cette mangrove qui vous vient à l'esprit? Alors c'est vrai que ouais, ça va. Quel est, selon vous, qui me dirait un premier rôle, par exemple, une première importance de cette mangrove? Comment? Très bien. Alors ça, c'est la nurserie, c'est la biodiversité. En fait, vous avez tout à fait gagné. C'est le premier point que je voulais aborder. C'est la biodiversité. En fait, c'est d'abord un écosystème naturel qui existe de par nature. D'un point de vue éthique, en fait, sans aller chercher des rôles qui vont nous rendre à nous des services, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie qui, en fait, va être, va être organisé surtout grâce à un gradient de salinité. Ce lieu de vie, il se structure avec différents palétuviers. Ça, vous le savez, la mangrove est composée de palétuviers. Ce qui est assez magique dans cet écosystème, c'est que ces palétuviers sont adaptés au gradient de salinité. Toutes les espèces ne vont pas, évidemment, se mettre au même endroit. La mer, qui est une salinité moins élevée à l'intérieur de la Terre, ça c'est ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'on pourrait se dire que c'est l'inverse, alors que non. Ici, on a 35 grammes de sel par litre d'eau, alors qu'ici, on peut arriver jusqu'à 70, 100. Donc en fait, en fonction de cette salinité qu'il y a dans le sol, les palétuviers rouges, les palétuviers blancs et noirs et les palétuviers gris vont s'organiser. Donc ils vont se structurer. Et grâce à cette structure d'écosystème, de forêt, va se greffer dessus toute une biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale. Déjà, la biodiversité végétale, si on s'intéresse simplement à la mangrove, non pas même pas de Martinique, mais de Génipa, qui est une des 63 mangroves de l'île, on va trouver jusqu'à près de 120 espèces végétales, 150 espèces végétales réparties sur cette mangrove. Donc ça peut être des orchidées, ça peut être des espèces de palmiers, etc. Il y a différents types de mangroves, dont des espèces protégées et dont des espèces endémiques. Endémiques, je rappelle que c'est des espèces que on ne va trouver que sur un territoire. C'est-à-dire que ces espèces-là, qui a été découverte notamment par le parc dans les fins des années 90, on ne la retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Donc vous voyez déjà le support important que c'est. Comment? C'est sorti de quelque part. Ça, c'est sorti. On n'ignore pas, c'est lié à l'évolution des espèces, c'est-à-dire que la Martinique, comme vous le savez, est située au milieu de tout un chapelet d'îles. Et en fait, c'est ce chapelet d'îles, les petites Antilles finalement, qui sont reliées aux grandes Antilles, elles font une sorte de pont, si vous voulez, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et lorsque les plantes, alors ça a pris des millions d'années, se sont disséminées par le vent, ont bougé, etc., elles se sont déplacées d'île en île, mais comme la Martinique est au centre, en fait, c'est, entre guillemets, le plus loin pour arriver depuis le sud ou depuis le nord. Et donc on a un taux d'endémisme en Dominique ou en Martinique d'ailleurs qui est très élevé parce que finalement c'est une île qui est le plus loin et donc avec le temps les espèces se sont devenues de plus en plus spécialisées. Voilà. Mais donc on sait d'où elles viennent, en fait c'est avec le temps. Il y a aussi une diversité animale. Donc rien que dans cette mangrove de Génipa, 93 espèces par exemple d'oiseaux, l'avifaune, ont été recensées. Et ce qu'il faut retenir de très important, c'est que j'entends souvent en Martinique, oui, nous on a des petites mangroves, etc. Mais en fait, ça n'existe pas les petites mangroves en fait. On a des mangroves. On a de nombreuses zones de mangroves qui sont répertoriées de Trinité jusqu'à de l'autre côté, presque Fort-de-France. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi on n'a pas de mangroves entre Fort-de-France, de l'autre côté, Sainte-Marie, Marigot, Le Prêcheur, tout ça, pourquoi nous n'avons pas de mangroves? Alors, qui sait m'expliquer ça? Pourquoi, selon vous? Il n'y a pas de mer, je ne sais pas. Il n'y a pas la mer au Prêcheur? Il n'y a pas la mer au Carbet? Il n'y a pas de mangrove au Prêcheur. Non, à Sainte-Marie? Il y a de la mangrove. Il y a de la mer? Non. Pourquoi? Comment? Voilà, c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'on a un relief qui va être beaucoup plus en forme de falaise ou alors en plage avec des galets.
mais ça n'est pas accueillant pour de la mangrove. La mangrove, elle a besoin de pentes douces qui va accueillir de la sédimentation, du sédiment de la vase en fait, qui va faire en sorte que ces palétuviers vont pouvoir se développer. Donc, c'est ni lié à la température, ni lié à... Voilà, c'est vraiment une formation géologique qui fait qu'en haut, on a la montagne pelée, les plages de galets, etc. Donc, on ne peut pas avoir de mangrove. Donc, au niveau des oiseaux, je disais qu'on n'a pas de petites mangroves en Martinique, ni d'ailleurs sur les autres îles de la Caraïbe. Nous avons des mangroves, plurielles, multiples et surtout très, très connectées entre elles. Je vous donne un petit exemple. Lorsqu'on a eu le cyclone Irma, Maria-José qui est passé en 2017, tout le monde s'en souvient, je pense, Saint-Martin a été ravagé. Les mangroves de Saint-Martin, 70% ont été atteintes d'une mortalité. Les oiseaux, pour en revenir à mon sujet, ils ne voient pas la mangrove de Saint-Martin comme de la mangrove de Saint-Martin. Ils voient de la mangrove qui appartient à l'ensemble caribéen, à l'ensemble des petites Antilles. Et c'est pareil pour la Martinique, c'est-à-dire qu'eux, ils sont allés se réfugier sur les mangroves de la Martinique notamment. Donc en 2018-2019, beaucoup plus d'oiseaux étaient présents par exemple. Et ça c'est important, ça veut dire que la moindre zone, le moindre petit espace de mangrove qu'on a sur ces 67 mangroves réparties autour de l'île, il faut les conserver. Parce qu'elles ont un lien, une connexion, une connectivité tout entre elles. Et ça c'est important. On a aussi l'avifaune, les crabes, excusez-moi. Les crabes, en fait, ils vont avoir un rôle très important, notamment dans les fonctions qu'on va voir tout à l'heure, de stockage de carbone, de climat, etc. Parce que, ça je vais rien vous apprendre, les crabes font des terriers. Ça, pour l'instant, tout le monde est au courant. Mais le fait de faire des terriers, ça veut dire qu'ils vont creuser, aller jusqu'à 40-60 cm de profondeur selon les espèces, bouger et déployer de la terre, faire remonter de la terre pour pouvoir faire le trou. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger finalement, ils vont bioturber, c'est le terme qu'on emploie, ils vont faire de la bioturbation au niveau du sédiment. En gros, je dis toujours que les crabes ils sont à la mangrove, parce que les vers de terre sont au compost, puisque c'est la journée internationale du compost, c'est exactement la même chose. Ça mélange et aussi ça aère, parce qu'évidemment ça fait des galeries. Donc ça augmente la surface d'échange entre le sédiment et l'oxygène et l'air, etc. Et d'autre part, ça permet l'entrée de l'eau douce, et ça c'est très important, dans le sol. Parce qu'en fait, il ne faut jamais penser que les mangroves ont besoin de sel. Ça, c'est une erreur de penser ça. Les mangroves s'adaptent à une zone de balancement des marées, mais si on leur donne de l'eau douce, ils aiment, les palétuviers. Je vous assure qu'ils aiment bien, ça reste des plantes. Mais elles sont plus juste compétitrices pour résister sur le sel. Donc lorsqu'on fait de la bioturbation, on améliore la qualité du sol. Si on améliore la qualité du sol, on améliore l'état de santé de la mangrove. Et enfin, il y a une catégorie d'animaux à laquelle on ne pense jamais, qu'on appelle les épibiontes. Épi, alors pour le coup, c'est pas du créole qui dit avec, mais plutôt, ça vient des racines qui vont dire sur. Bionte, le vivant. C'est tous les organismes qu'on va trouver sur les racines des palétuviers. Donc les huîtres plates, les huîtres, les sabelles, etc. Ces épibiontes, ils vont augmenter la capacité de filtration de l'eau. Donc ils sont aussi très très importants. Là, je vous ai mis quelques petites photos de différents types d'espèces de crabes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on en a 7 à 8 dans les mangroves de Martinique et qu'ils sont eux aussi répartis en fonction des différentes faciès que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est-à-dire que, bien sûr, par exemple, ce crabe syrique, on ne va jamais le retrouver au cœur des mangroves à palétuvier noir, par exemple. Il va toujours être dans des zones ouvertes, vaseuses et boueuses. Vous voyez ? Ce crabe-là, l'Aratus pisoni, pour son nom latin, on l'appelle aussi le crabe de mangrove, le crabe de palétuvier. Celui-ci, il ne vit que sur les racines, que sur les branches des palétuviers rouges. On ne va jamais le retrouver sur d'autres faciès. Et pour la petite anecdote, ce petit crabe, c'est le seul crabe au monde à savoir marcher tout droit. Vous avez déjà vu les crabes, ça marche toujours de côté. Là, j'ai envie de vous dire, si non seulement vous vivez sur que les racines, mais en plus si vous marchez de travers, et ben voilà, l'évolution, c'est pas facile. Et bien l'évolution, elle a fait en sorte que ce petit crabe-là, il arrive à marcher tout droit. Je vous aime. C'est génial. Ok pour la biodiversité. Deuxième fonction où tout se joue dans les mangroves. Alors, qui me dit quoi? Alors,
Nous avons... qu'est-ce qu'on a ensuite comme rôle? Qui se lance? Alors madame, elle s'est lancée en but. Allez-y, non. On peut parler tant de fois qu'on veut. Hein. Qui d'autre? On a dit biodiversité. Quel autre rôle de la mangrove? Allez-y. Non mais quel est votre prénom? Flore. Ah ben, forcément. Flore. Alors, allez-y. Je ne sais pas ce que je dire, mais je pense que quand il y a les cyclones, ça protège. Flore, j'ai l'impression qu'elle était avec nous ce matin quand j'ai fait la présentation. Ça protège les côtes. Bravo Flore. C'est le deuxième point. C'est le deuxième point que je voulais aborder. Alors, en effet, les mangroves, ça protège les côtes. Magnifique photo de la mangrove de Trou-Cochon au Vauclin, pour ceux qui connaissent. La définition du mangrove, c'est que c'est une forêt. Ça, c'est très important. Intertropicale, entre les deux tropiques, qui se développe entre la terre et la mer. Là, on est dans le sujet, Martine est partie. Dans la zone de balancement des marées. Ça, c'est le plus important, j'en ai parlé en introduction. La zone de balancement des marées, c'est du coup, jusqu'au moment où je vais avoir la mer qui va rentrer dans l'intérieur des terres, je vais avoir de la mangrove qui va se développer. Du moment où j'ai plus la marée, derrière, je vais avoir un autre type d'écosystème. Que ce soit forêt marécageuse, par exemple au Galion, ou que ce soit prairies herbacées, etc. Donc tout ça, c'est un lien direct avec, évidemment, le cycle de la Lune, parce que vous savez que la Lune, c'est elle qui est moteur, effectivement, de l'ensemble du balancement des marées. Donc voilà la définition des mangroves. Et en quoi ça protège les côtes? Et ben, je prends une citation de Patrick Chamoiseau qui dit « Il est difficile d'admettre que dans ces angoisses de racines, d'ombre moussue, la mangrove puisse être un tel verso de vie. Elle ne semble appartenir ni à la terre, ni à la mer. » Il avait déjà tout dit. Hein, il avait déjà tout dit d'une façon littéraire, mais tout est là. Et en fait, bon, ça appartient à l'inverse, je dirais même à la terre et à la mer. Et en ce sens, effectivement, elle protège les côtes parce que, grâce à la structure de ses racines échasses notamment, et des différents faciès qu'on a derrière, on va avoir un phénomène qui va faire que ça va casser la force de la houle, ça va faire ralentir la marée quand elle va rentrer, et donc ça va protéger. Et aussi, pour vous illustrer notre propos sur cette protection des côtes, quand il y a eu le gros tsunami dans les années 2004, notamment du côté du Sri Lanka, etc., on s'est aperçu, voilà exactement, on s'est aperçu que tous les villages qui étaient derrière des mangroves, ils ont eu beaucoup moins d'effets et d'impact que tous les villages qui avaient supprimé leurs mangroves, évidemment, où ils se sont pris la vague directement. Donc c'est en ce sens, c'est vraiment une sorte de mécanisme, et vous avez peut-être tous vu sur les réseaux cette fameuse, alors il y en a un qui a montré ça à Porto Rico, où ça casse évidemment la force de la vague. Donc c'est grâce aux fameuses racines échasses et à la multiplicité des faciès qu'il y a derrière. Ça, il faut retenir qu'une mangrove, c'est pas un seul front de mer. Voilà, c'est pas que les racines. Derrière, il y a des arbres qui sont sans racines échasses qui sont tout aussi importants. Mais ces racines-là vont à quelle profondeur? Eh ben, ces racines-là, elles peuvent s'ancrer vraiment à plusieurs mètres, 1 ou 2 mètres, mais ou alors les premières, elles vont être en surface parfois, le temps qu'elles s'ancrent. Donc ça va dépendre. Et en fait, tout le monde comprend que, par exemple, je donne toujours cette image, mais si on a un tabouret avec 2 pieds, eh ben, il va beaucoup moins tenir qu'un tabouret à 8 pieds. Et donc, en fait, c'est ça le principe. Plus on aura de racines, c'est-à-dire ça s'adapte au nombre de feuilles et à la grosseur du houppier. Le houppier, c'est l'ensemble des branches et feuilles. Plus on a un arbre qui se développe en hauteur, plus on aura de racines échasses. Voilà. Et je voulais vous montrer que là, cette photo a été prise au diamant. Oui, pardon. Bonjour tout le monde. Bonjour, on n'est pas ici. Et justement, je voulais savoir les glandes à sel, les différents mots qu'il y avait derrière. Oui, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Alors je vais les montrer tout à l'heure, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que j'ai parlé du sel, c'est des plantes qui poussent sur milieu salé. On sait que si on veut tuer une plante, n'importe laquelle, il suffit de lui mettre de l'eau salée, ça marche. Et en fait, le palétuvier, il est adapté non seulement donc, à lutter contre le mouvement des marées avec les racines, mais aussi les glandes à sel lui permettent d'évacuer le sel qu'il a absorbé dans son organisme.
Et donc il a développé, quand je dis il, c'est selon les espèces, parce qu'il y a beaucoup d'espèces différentes qui appartiennent à des familles différentes en plus. Selon les espèces, on va avoir des adaptations, soit de la glande à sel au niveau des feuilles, d'ailleurs ça se voit très bien, on voit bien les cristaux de sel, soit il va stocker du sel dans des feuilles qui vont devenir jaunes et qui vont ensuite tomber pour évacuer le... Voilà. Et là, je voulais vous montrer au diamant, vous voyez par exemple, c'est un endroit vers Omulan où il y avait une plage avant qui était beaucoup plus évidemment avancée. Et là, on a deux palétuviers, un palétuvier blanc et un palétuvier noir. Vous voyez à quel point les racines, là, les pneumatophores, et ici la structure racinaire a permis de lutter contre l'érosion. Alors que quand j'ai pas d'arbre, vous voyez, ça a creusé jusque beaucoup plus en avant. C'est en ce sens que la mangrove, elle protège de l'érosion des côtes. Un autre rôle qui se lance. Un autre rôle de la mangrove. On a parlé du coup de la biodiversité, la protection des côtes, autre chose? Excusez-moi, je suis mal garée, je crois. Karen. Prends le micro, Karen. Le micro. Alors, quelqu'un avait répondu. Est-ce que j'ai cru entendre quelqu'un dans le fond, je me suis trompée? Oui, j'ai dit épuration, traitement. Épuration, traitement. Épuration, traitement. oui. C'est vrai que c'est un rôle qu'on a, mais tout de suite. Alors, je vais. Qui c'était qui avait dit épuration? Voilà. Épuration, traitement. Alors, le mot épuration, c'est pas tout à fait celui que j'ai employé parce qu'épuration, ça fait rappel à une station d'épuration qui, du coup, est une fonction vraiment où, d'accord, on y met volontairement des eaux pour épurer. Par contre, c'est vrai que c'est un rôle de filtre et on va le voir tout à l'heure. Mais je voulais aborder avant, pour rebondir, je l'ai entendu tout à l'heure en introduction, le rôle de stock de poissons. C'est vous qui l'avez évoqué. Ça va? Donc en fait, effectivement, ça a aussi un rôle au niveau de la pêche. On est sur des îles traditionnellement où il y a toujours eu de la pêche. La pêche traditionnelle, j'entends, pas la pêche au gros chalutier qui détruit tous les fonds marins, mais n'empêche que les mangroves, sans mangroves, nous n'aurions plus autant de stocks de poissons dans les mers. La mangrove, elle va abriter, par le fait justement de nurserie, jusqu'à 50% des espèces qu'on va retrouver dans les océans. Je ne sais pas si vous imaginez, mais si on n'a plus de mangroves, au bout d'un moment donné, 50% des espèces disparaîtraient. Parce qu'elles vont se reproduire ou dans les entrailles des racines. Là, vous avez une photo en vue plongeante inversée, c'est-à-dire qu'on est sous l'eau et on regarde vers le haut. Vous voyez? Donc en fait, on est au niveau des racines. On voit d'ailleurs des sabelles sur les racines, etc. Et on regarde en direction, on voit des racines échasses qui plongent et ensuite les feuilles. Et à l'intérieur, c'est une vraie pouponnière. Ils viennent s'abriter, ils viennent se développer. Les épibiontes dont j'ai parlé tout à l'heure, ils jouent un rôle de filtre, etc. Et au niveau des coutumes locales, depuis des générations et des générations, ces mangroves, elles servent évidemment à alimenter les populations. Depuis déjà les Arawaks qui consommaient les huîtres de palétuvier. Alors, aujourd'hui, je ne conseille plus. Pourquoi? À cause de la pollution. Ces organismes-là sont des organismes filtreurs, donc ils vont aller bioaccumuler la pollution à l'intérieur, donc évidemment, il faut éviter cette consommation. N'empêche que ce chef coutumier au Brésil, donc c'est une mangrove, c'est une photo d'ailleurs qui a gagné un prix, tellement elle est vraiment belle, où on a ce monsieur vraiment dans l'art de sa pêche, où il est allé plonger son bras pour aller chercher des palourdes à l'intérieur. Ça se pratique ici, je l'ai vu par beaucoup de pêcheurs, Mulan et tout ça. Ouais. Et donc voilà pourquoi la mangrove est aussi une ressource. Pour ceux que ça intéresse, il y a effectivement une étude qui s'appelle les mangroves et les martiniquais, consultable sur internet pour les pratiques comme ça traditionnelles où on est allé, c'était pas moi, c'était une équipe de recherche qui est allée interroger en fait une quantité de martiniquais pour leur parler, pour récupérer leur ressenti en fait avec ces différents usages. La pêche à travers le monde aussi, c'est une vraie ressource, c'est-à-dire que c'est une vraie ressource de vie. Sans ces mangroves, en fait, c'est beaucoup de populations qui ne vivraient plus. J'accélère un petit peu sur un autre rôle, le contrôle du climat et de la pollution. Alors là, je crois que vous en avez beaucoup parlé ce matin, effectivement. Dans le cadre du changement climatique, ce qui se passe, c'est que, pour résumer, et pardon, Météo France, parce que je vais le faire très simplement, mais
nous avons les rayons du soleil qui vont rentrer et qui vont s'approcher de la Terre. Au-dessus, il y a des couches qui vont permettre de, une part, faire entrer le soleil, d'autre part, il peut ressortir. Mais si vous voulez, ces couches, elles permettent aussi de faire en sorte que sur Terre, que ce soit vivable, on a une bonne température. Ce que nous avons fait nous, pendant les dernières années et que nous continuons à faire, c'est que avec le rejet des gaz à effet de serre, il y a certaines couches qu'on épaissit. Les couches en hauteur qui vont faire que les rayons du soleil, quand ils vont arriver, ils vont être un petit peu piégés. Ils vont rester, ça va chauffer la Terre. D'accord ? Et en chauffant la Terre, on va participer à la fonte des glaciers. Je rappelle que ce n'est pas la fonte ni de la banquise et tout ça, c'est vraiment les glaciers, surtout en hauteur des montagnes, qui va faire que, évidemment, l'eau va s'écouler jusqu'à la mer et va se faire monter le niveau des mers. Hyper simplifié, mais on y est. Et donc, la mangrove, en fait, elle a un rôle à quel niveau? C'est qu'elle est un formidable puits de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire le puits de carbone? Ça veut dire que par un processus que je trouve absolument fantastique qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, ça vous parle en fait? La photosynthèse, c'est magique. C'est arriver à produire de la matière carbonée grâce à la lumière du soleil, à de l'eau et à des éléments minéraux. Personne ne sait faire d'autre ça que les plantes. Aucune machine, personne ne peut faire ça, c'est-à-dire mélanger de l'eau, des éléments minéraux et avec l'excitation de la lumière, produire de la matière carbonée que nous sommes. Ça, c'est les végétaux. Sans végétaux, on ne peut plus faire. Parce que nous, notre matière, elle vient d'où? De ce qu'on mange. Ce qu'on mange, c'est quoi? C'est soit des végétaux, soit des animaux, mais les animaux, ils ont déjà mangé des végétaux avant. Donc en fait, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que ça, c'est le cycle, en partie du carbone. Et les mangroves, ce sont des écosystèmes qui vont stocker 5 fois plus de carbone que d'autres écosystèmes forestiers. Ça veut dire que, grâce à cette photosynthèse, elles arrivent à attraper le carbone, à le fixer dans leur matière carbonée, les troncs, les feuilles, etc., et surtout le sol. Et elles vont donc éviter en partie que ces gros gaz s'accumulent encore. Et le problème, c'est que dans le monde, en fait, on les déforeste beaucoup, ces mangroves. Et ça participe énormément à relarguer, en fait, ce carbone. Donc ça, c'est un problème. Donc voilà en quoi c'est un précieux allié, la mangrove, pour lutter contre le changement climatique. Et aussi la montée des eaux, parce que j'ai pas évoqué, mais c'est-à-dire que la mangrove, elle va aussi participer à freiner la montée des eaux. Vous vous rappelez, je vous ai montré ça tout à l'heure sur l'érosion. Un autre puits de carbone, voilà. Ah ben j'avais une image. C'est pas grave, c'est pareil. C'est la même chose, c'est le carbone qui est stocké et qui... ce que je viens de vous dire. Il y a aussi effectivement donc la filtration de l'eau. Donc là, on est plutôt dans une vision globale du cycle de l'eau que je vous présente ici. C'est le diamant, vous avez reconnu, j'espère. On a fait l'effort de faire un beau cycle de l'eau sur le diamant. Donc là, il y a le rocher. On a l'évaporation, donc classique, c'est-à-dire qu'on a l'océan qui va, sous l'effet de la chaleur, l'eau va s'évaporer. Elle va monter dans les plus hautes couches, elle va refroidir, elle va se condenser. Lorsqu'elle se condense, elle passe de l'état vapeur à l'état liquide à notre fois. Donc elle va avoir des gouttes d'eau qui vont grossir, grossir, grossir. Plus ça grossit, plus elles prennent du poids. À un moment donné, elles vont tomber, c'est la pluie. Il pleut, ça va ruisseler sur le bassin versant, mais ça va aussi s'infiltrer dans les sols. On oublie toujours, mais c'est très important. Donc ces deux phénomènes vont ensuite réalimenter évidemment l'eau dans les océans. Et entre-temps, il y a aussi une part du cycle de l'eau qu'on oublie toujours, c'est l'évapotranspiration. Ça, c'est les forêts. C'est-à-dire que les forêts elles vont être un gros moteur d'évaporation de cette eau. Tout ce cycle de l'eau, vous voyez qu'il passe à travers la mangrove. Là, c'est un schéma, on va dire, idyllique, il n'y a que de la nature, etc. Mais nous, on est venu s'installer partout sur ces bassins versants, en amont, au milieu, surtout en aval. On a enlevé une partie des zones humides, on a enlevé une partie des mangroves, on a remblayé, etc. On utilise les plages et tout ça. Et tout ça, ça va intervenir, ça va, abîmer non pas la quantité d'eau, puisque la quantité d'eau c'est toujours la même, mais ça va abîmer la qualité de l'eau. La qualité va s'abîmer au niveau du ruissellement, au niveau de l'infiltration, les engrais, les pesticides, etc. Et lorsque ça va arriver au niveau de la mangrove, les mangroves, en fait, elles vont participer à cette filtration, non seulement parce qu'elles vont retenir une partie de la terre avant qu'elles arrivent en mer,
mais aussi parce qu'elles ont ces fameuses épibiontes qui vont participer à l'infiltration. Sans ça, on aurait de la boue polluée, qui déjà c'est un peu le cas, mais en plus, sans toutes ces mangroves, en fait, la boue arriverait directement sur les herbiers qu'on a ici, et ensuite sur les coraux. Et en fait, ça serait la catastrophe. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que ces trois écosystèmes sont interdépendants. Des images de tout à l'heure, des épibiontes, hein, donc les sabelles, les éponges, les huîtres de palétuvier que consomment d'ailleurs les arawaks. Et enfin, je voulais vous parler encore de deux, rapidement, parce que j'ai déjà cramé mon temps, de deux grands rôles. Qui sont d'abord le tourisme. Alors quand je dis tourisme, c'est... Et à la fois, il y a l'écotourisme qui va faire en sorte qu'on va peut-être s'en servir pour sensibiliser et protéger cet environnement. Donc c'est faire des visites, faire des maisons, faire des réserves, etc. Ça c'est ok. Mais il y a aussi l'autre côté où on va des fois, dans le monde, trop vouloir exploiter la mangrove pour du tourisme. Et là, c'est aux dépens de la mangrove même. C'est-à-dire que le développement, par exemple, des jet skis dans les mangroves, c'est très problématique. Je vous illustre ce petit cas parce que le jet ski, il va créer une hauteur, en fait une fréquence, une forme de vague qui est différente de celle des bateaux de pêche, par exemple, qui arrivent dans la rivière Pilote ou quoi. Et le problème, c'est qu'on a des oiseaux ici qu'on appelle les poules d'eau, vous les connaissez sûrement, qui nichent juste au-dessus de l'eau. Ils font des nids, en fait, ils rassemblent des branches, ils sont juste au-dessus de l'eau et ils y mettent leur nid. Le problème du jet ski, c'est qu'il va faire une sorte de vague qui va faire tomber, voilà, qui va impacter la nidification de cet oiseau, par exemple. Donc voilà comment, et après je ne parle même pas du bruit et de tout ça, mais déjà ça. Et puis d'autres endroits dans le monde où on surexploite la mangrove et où, à grand coup d'espèces emblématiques, le tigre, le dugong, etc., et qui du coup peuvent avoir tendance à justement faire l'effet inverse sur les mangroves. Et enfin, un autre usage qui est dans le monde encore un gros problème, c'est l'utilisation du bois. Ça, c'est des palétuviers. Nous, ça nous fait bizarre de voir ça, mais par exemple, là, ça c'est au Bénin, il me manque un N là. Et donc, en fait, là, les gens, ils ont des dépôts de bois de palétuviers parce que simplement, c'est des bois imputrescibles, c'est des bois où les termites, justement, quand elles sont trempées dans l'eau, elles ont du mal à venir. Donc, ils s'en servent pour faire des poteaux, pour faire des constructions de maisons, des fondations urbaines, etc., parce qu'ils n'ont pas d'autres forcément ressources. Alors c'est ça aussi le problème. Et ça fait alimenter un gros réseau de déboisement de ces mangroves, ce qui est assez problématique. Voilà, je terminerai sur cette photo où justement ça se passe dans la Caraïbe du Nord. C'est un projet de restauration et donc là en fait c'est pour terminer sur une note évidemment positive, de me dire que tous ces rôles qu'on vient d'évoquer ensemble sont cruciaux pour justement pour nous, hein, simplement pour la vie des poissons, etc., pour tous les cycles que je viens de citer. Et on s'est abîmé, ça c'est sûr, les humains, mais aussi on sait maintenant s'y mettre, restaurer. Il y a beaucoup de projets, il y a des jeunes, j'ai des étudiants là, qui sont là, des collègues qui s'y mettent, on fait des actions. Et donc ça, c'est porteur d'espoir. Et chacun d'entre nous, on peut soutenir, s'y mettre, en tout cas, ou ne serait-ce que faire ce que vous êtes venu faire ce matin, s'intéresser au sujet pour pouvoir relayer à votre tour, en fait, ces informations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mélanie. On va passer... elle demande où c'est. Alors, où c'est ? Alors, moi, je n'y suis pas, si c'est moi la question. Ça, j'ai mis d'autres collègues, parce que des projets, s'il y en a beaucoup d'autres aussi. C'est une équipe qui s'occupe, je crois que ça c'était à Belize, mais moi j'y suis pas là. On monte d'autres projets, notamment au Lamentin ou sur d'autres îles du sud, de Cariacou, d'autres endroits. Là c'est ailleurs, mais il y a des projets en Martinique comme ça, portés par la ville du Lamentin, il y en a d'autres qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire. Merci beaucoup Mélanie, c'était hyper intéressant. J'en profite pour vous dire qu'à la fin des conférences de l'après-midi, il y aura une surprise liée à la mangrove, j'en dirai pas plus, une surprise artistique et également la présentation d'un collectif citoyen qui s'appelle Lionnage Mangrove Matinique qui a pour objectif de contribuer à préserver notre mangrove.